dans la cybersécurité depuis plusieurs années. Et donc, pour démarrer, j'aimerais vous présenter un petit peu le positionnement d'OX. Donc, nous sommes une plateforme ASPM, ce qui signifie Application Security Posture Management. Donc, c'est une approche de la sécurité des applications qui vise à surveiller et à améliorer en continu la posture de sécurité donc tout au long du cycle de vie de l'application. Et donc, nos fondateurs ont imaginé l'Active ASPM avec la conviction que la sécurité ne doit pas être un ensemble d'éléments isolés et statiques, mais plutôt des parties d'un tout cohérent voilà, qui s'adapte aux changements liés aux menaces et à votre entreprise, évidemment. Et donc, comment ça fonctionne? Ça va passer par une consolidation intelligente tout au long de la chaîne d'approvisionnement, donc du code au cloud, de bout en bout, et sans tâches manuelles fastidieuses qu'on connaît un peu tous. Et donc, l'Active ASPM incarne ce principe. Voilà, donc notre stratégie, c'est vraiment de vous donner la possibilité de tout voir et de répondre à tout changement dans la surface d'attaque en vous offrant une visibilité complète. Voilà. Et ce qui vous permet, in fine, de vous concentrer sur ce qui est important et de vous aider à prioriser et hiérarchiser les risques en fonction de vos besoins. Pour Bon, bah, répondre très à ta bien. question, Adrien, Oui, euh, et donc tu parlais de mission. exact. Donc, la mission Docs Sécurité, elle est très simple, comme vous le voyez à l'écran. Donc, c'est d'éliminer les tâches manuelles liées à la sécurité applicative. Alors, pourquoi cette mission? Ça part de deux constats. Le premier, c'est que les tâches manuelles liées à la sécurité applicative ont créé une cassure, une disruption dans le software development lifecycle et vont ralentir considérablement le rythme de développement et la possibilité d'innover vite et d'être compétitif. La deuxième chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui, j'en parlais encore tout à l'heure, ce matin avec un RSSI, c'est la difficulté de recruter et de retenir des talents dans l'AppSec. Cette personne-là a mis près d'un an et demi pour trouver la bonne personne. Et une fois qu'on trouve la bonne personne, il y a un autre challenge, puisqu'ils vont être formés à des outils qui seront les seuls à maîtriser vraiment. Et étant donné le turnover fréquent, lorsque la ressource quitte l'organisation, on perd également l'expertise et les process qui vont avec. Donc la mission, elle, c'est clair, C'est c'est beaucoup plus d'éliminer besoin. cette dépendance aux tâches manuelles qui impactent la, la scalabilité et l'innovation. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons une plateforme ASPM. Excuse-moi de te Ah, couper, Dan. donc, Est-ce que, Dan, là, je oui. vois plus ton écran. Je sais pas si tu partages encore, mais Ah oui, je partage, ouais. je vois plus ton écran là. Ouais. Toi, je Ok. vois plus. Tu fais bien de me le dire, merci beaucoup. Pas de souci. Donc, à quoi ressemble cette plateforme? Ça devrait être bon maintenant. Oui, c'est bon. Éliminer les tâches Super. manuelles. Merci, Liman. Important de le préciser. Euh, et donc, oui, je reviens sur cette fois-ci les enjeux. Alors, qu'est-ce qui nous a conduit à l'approche ASPM? J'en parlais un peu plus tôt. Euh, donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est les difficultés, les challenges que rencontrent nos clients ou les prospects de manière générale lorsqu'on touche à la sécurité applicative. Alors, la première chose, ça va être que les logiciels, les produits sont publiés avec des vulnérabilités en production, que ce soit fait de manière consciente ou pas. Le second point va concerner le triage. Donc, il va falloir trouver la bonne personne, un référent security ou un AppSec champion, comme on peut les appeler, qui va être en charge de trier les résultats, de corréler des informations qui peuvent provenir de différents outils, faire des recherches sur le web dans le but de comprendre ce qu'il est nécessaire de faire pour résoudre le problème. Et une fois que tout ça a été fait, il va falloir courir après les développeurs pour qu'ils aillent corriger le code. Et c'est pour cette raison qu'il y a généralement une certaine friction entre la sécurité et les développeurs, parce que dans un premier temps, ça peut prendre du temps à l'équipe de sécurité de communiquer le problème aux développeurs, puisque ça peut être proche du release, et entre-temps, les développeurs sont passés à autre chose, en fait, et on leur demande de se replonger dans du vieux code 2 ou 3 mois plus tard. La seconde raison pour laquelle il y a cette friction, c'est que l'information communiquée aux développeurs n'est pas toujours claire. Ça peut manquer de description, de recommandations ou autre, ou l'information n'est pas pertinente parce qu'il y a peut-être trop de faux positifs. Et donc, ça crée une frustration et un blocage vis-à-vis, que ce soit des outils de sécu ou de l'équipe sécurité directement. Donc, trouver et fidéliser des experts en cybersécurité, donc comme évoqué plus tôt, donc c'est pas évident, il y a une pénurie sur le marché, hein, elle est évidente, et donc ça devient de plus en plus compliqué de les trouver et de les garder dans l'organisation.
Ensuite, quelle vulnérabilité traiter en priorité? C'est une question qui revient beaucoup. Lorsque je parle avec des responsables cybersécurité ou des RSSI, c'est que j'ai énormément d'alertes, énormément de bruit. Je ne sais pas par quoi démarrer. Pourquoi on en est là? Parce que la majorité des organisations ont beaucoup de solutions en place qui cohabitent. Ça peut aller jusqu'à 6, 7, 8 outils. Et ces solutions peuvent communiquer de manière différente, parfois dans des langages différents, ce qui nécessite donc une expertise et des compétences pour chaque solution, pour être capable de les optimiser. Et donc, on manque d'informations pertinentes et ça rend compliqué le travail de priorisation des risques qui arrivent, euh, qui arrivent en production, voilà, qui peuvent avoir un impact non négligeable sur l'organisation. Donc vient ensuite le sujet du security backlog qui revient aussi beaucoup. Plus il y a d'opérations manuelles, plus il y a de security backlog. Il faut savoir aujourd'hui que le ratio spécialiste cybersécurité et développeur est très bas. On a peut-être un référent sécurité pour 200 ou 300 développeurs, ce qui est très peu. Donc, à chaque fois qu'un développeur crée du code, que ce soit son propre code ou, ou du code qui provient de librairies open source, donc la sécurité, on va pas se le cacher, c'est pas la première chose qui revient à l'esprit. Donc ça prend un certain temps pour pouvoir détecter les vulnérabilités critiques, puis aller trouver les développeurs pour en parler, et enfin qui fixe le problème. Voilà. Et ce process crée un backlog important, pas seulement pour l'équipe de sécurité ou le développeur, mais pour toute l'organisation de manière plus générale. Et Donc pour là, tout ce que finir, tu viens d'expliquer, Dan, c'est que finalement, Ox permet de rendre plus fluide la communication entre la partie sécurité et la partie développeur et plus rapide la détection des vulnérabilités pour pouvoir les corriger. ouais, exactement, c'est exactement ça. Donc le but, c'est vraiment de réduire drastiquement le bruit, les tâches manuelles, comme on va le voir un petit peu après, et donc, in fine, de réduire le délai de remédiation et de réduire la friction. Le dernier point que je voulais voir, c'était donc la compliance. Donc, les organisations sont attendues au niveau de la compliance. Par exemple, il faut être certifié SOC, ISO, PCI DSS, etc. Et le problème est que lorsque vous avez passé un audit, les vulnérabilités qui sont poussées en production vont avoir un impact sur cet audit et sur les compliance. Et il y a un risque de devoir payer une amende ou pire, de perdre la certification. Voilà, ce qui peut être plus compliqué parce qu'il va falloir expliquer derrière et justifier comment c'est arrivé. Euh, donc voilà pour les enjeux. Et ce qu'on constate aujourd'hui, j'imagine que pas mal d'entre vous se reconnaissent dans l'un de ces enjeux ou tous. J'aimerais maintenant vous montrer à quoi ressemble notre plateforme, en fait, et comment nous pouvons vous aider à avoir une vision holistique et une compréhension globale de la sécurité de vos applications. Donc, je vais vous montrer un petit peu la couverture dans un premier temps, qu'offre Ox, ensuite comment nous sommes capables de prioriser et de contextualiser, puis d'automatiser les réponses grâce à un workflow que nous avons développé. Et enfin, je vous parlerai d'Oscar rapidement, qui est un framework type Mitre. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran et si vous voyez Oui, bien, parce que je dois on le zoomer voit un petit bien. peu. On voit toutes les vulnérabilités en haut à gauche, là, il y en a 7000. Et puis on voit plein de logos d'utilisation de code C'est comme ça. GitLab et avec de nombreuses intégrations possibles. Donc il y a plein de questions là qui arrivent. Euh, Enfin, comment on peut intégrer Ox sur de nombreuses plateformes? Oui, alors on a un onglet sur le côté intégration, Connectors Page. Je vous invite à aller voir. Vous avez une idée de quelques intégrations que nous sommes capables de faire tout au long de la chaîne. Mais vous pouvez parcourir tous les connecteurs qu'on a directement sur notre site. Je vais plus me focaliser sur le coverage, la couverture, pardon. Donc, on couvre de bout en bout, du code au cloud, comme vous pouvez le voir, en passant par Git Posture pour détecter des problèmes de configuration sur votre Git, notre outil SAST pour Static Application Security Testing, donc pour gérer tout ce qui est sécurité du code et la détection de secrets. On a la partie open source security, puisque comme vous le savez, les développeurs ne réinventent pas la roue à chaque fois et donc utilisent des librairies open source. On a également le SBOM pour Software Bill of Materials. Donc, c'est en quelque sorte un document qui va répertorier tous les composants logiciels utilisés pour créer une application et les informations sur des composants.
de l'infra as code pour tout ce qui est Kubernetes, Docker, Ansible, etc. Et de sécurité des containers, CI/CD, artefacts et cloud, sur lesquels je ne vais pas vraiment me focaliser aujourd'hui. Et donc, vous pouvez voir que chaque moteur d'analyse donc, montre le nombre de vulnérabilités qui va être classé par ordre de criticité. Alors, j'aimerais passer à la brique en haut à gauche, Issue Prioritization. Donc, dans cet exemple, on peut voir qu'on démarre avec plus de 7000 alertes initialement. Et c'est ce que vous obtiendrez typiquement en connectant un outil, une plateforme à vos outils. Excusez-moi. Et donc, la première chose qu'Ox va faire, c'est l'agrégation. Donc, on va supprimer les duplications dans le pipeline, consolider et enrichir les données. Et ce qui va nous permettre de nous retrouver à un petit peu plus de 3000 vulnérabilités qu'on va être capable de réduire de nouveau et d'arriver à plus de 95% de réduction de faux positifs euh, en, en faisant une analyse, on va dire, beaucoup plus poussée, une analyse active du contexte business, de votre écosystème, de la menace en tant que telle et de l'expertise qu'on est capable d'apporter. Donc, ces vulnérabilités sont classées par ordre de criticité, comme je le disais. On va avoir par exemple Apocalypse, ça peut être pour une vulnérabilité type Log4j. Et ensuite, critique, haute et médium. Donc, on va s'attarder sur la partie critique. Vous avez ici une liste donc, des vulnérabilités qui sont présentes dans tout le pipeline, que ce soit sur la partie Git posture, CI/CD, open source, SBOM, etc. On va prendre l'exemple la détection de secrets, juste ici. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre le contexte de chacune des vulnérabilités, comprendre en fait comment Ox a été capable de vous dire que c'est une vulnérabilité qui est critique ou non. Et dans cet exemple-là, on peut voir que l'outil de détection de secret va classifier la vulnérabilité comme haute, alors que la plateforme va l'upgrader en critique. Et comment on a été capable de faire ça? En fait, c'est parce que vous avez donc sur la droite différentes couches, donc d'accessibilité, d'exploitabilité et d'impact business. Et on vous explique en fait je ne vais pas rentrer dans le détail des trois couches, mais on vous explique qu'il ne s'agit pas seulement ici d'un secret dans le code, mais qu'il s'agit d'un secret qu'un attaquant peut exploiter et qui va pouvoir impacter votre organisation, en quelque sorte. Donc, nous allons proposer une description ici, des recommandations également pour votre équipe ou vos équipes sécurité ou pour vos développeurs. Et vous avez bien évidemment la possibilité d'ouvrir un ticket sur Jira depuis cette même interface. Et je vous montrerai rapidement après comment on peut automatiser également cette tâche. Voilà. Donc le ticket va inclure des informations qui sont liées au triage, à la description de la vulnérabilité, aux recommandations, etc., de manière à ce que le développeur qui reçoit le ticket dispose de toutes les informations nécessaires, voilà, sans même devoir repartir sur la plateforme, et ce qui réduit considérablement donc, le temps nécessaire pour collaborer avec les équipes et pour remédier aux vulnérabilités. Donc là, pour résumer un petit peu, ce qu'on voit là, c'est ce que le responsable de la Sécu peut analyser, voir. Il voit automatiquement qui a mis en place le code et quelle est la raison du problème et le niveau de criticabilité. Et donc, il peut renvoyer l'erreur au développeur et faire en sorte que ce soit corrigé beaucoup plus Oui, rapidement. ouais, tout à fait, tout à fait. Alors là, il y a Super. également il y a une intégration avec Slack. Donc, je peux poser une question à la personne concernée. Comment je peux savoir qui est concerné? Tout simplement en se rendant dans l'onglet Commit. Je veux savoir qui a commit quoi et à quel moment. Voilà, ça répond à ta question. Ouais, très bien. Super. Merci. Donc donc je vais reprendre le secret ici. Je voulais juste vous montrer peut-être un autre onglet qui est l'attaque path, donc chemin d'attaque, et en fait qui vous renvoie vers un graphique qui présente toutes les informations essentielles sur la vulnérabilité et les risques associés. On en parlait un peu plus tôt, donc l'accessibilité, l'exploitabilité et l'impact business. Et ces couches-là qui vont nous aider à prioriser et vous dire exactement sur quelle vulnérabilité vous focalisez. On a la partie application, donc on sait dans quel langage est l'application. On a un lien également vers l'application concernée. La partie détection et réponse pour savoir qui a fait quel commit, quel type de commit et quand. Et enfin, la brique intelligence où on a accès aux compliance ici, comme vous le voyez, et donc les risques de conformité voilà, qui sont liés à cette vulnérabilité. Et si vous devez être conforme à l'un
de ces frameworks, eh ben, on vous recommande vivement de remédier au problème rapidement. Voilà, c'est encore une feature sur laquelle on peut approfondir si l'un d'entre vous est, voilà, est curieux d'en savoir plus. Mais pour aujourd'hui, voilà, j'irai pas plus loin. Je voulais... Mais, Oui, pardon, Adrien. non, non, mais continue, continue, oui. OK. Vous montrez la fameuse feature workflow. Ah, Donc, ok. Oscar? non, workflow, le Ok. workflow qui permet d'automatiser les réponses. Donc, je vais agrandir un petit peu. Donc, ça va vous aider en fait à réduire les efforts manuels et le temps de réponse en créant des flux de travail sur mesure. Donc, concrètement, vous créez vos règles propres à votre organisation. Et ça contribue, in fine, à faire évoluer vos processus de sécurité. Donc, dans ce cas-là, on a créé un flux qui vérifie les conditions du secret et qui agit selon nos pratiques de sécurité. Voilà. Bon, ben, top tout ça. Et en combien de temps on peut intégrer, implémenter OX chez un client? Quelques minutes, vraiment, on parle de 4 5 minutes si on est sur du cloud, si on est sur une installation on-premise, on est capable de faire également. Euh, c'est différent à ce moment-là. Il faut se rapprocher des équipes et avoir une certaine assistance. Ok. Euh, Est-ce que ça demande de nombreuses équipes techniques en interne ou non, 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 pas du tout. C'est une solution qui est très facile à implémenter, qui se plug vraiment en 5 minutes, comme je disais. Euh, ok. Et donc pour pratique. le suivi de l'outil, en fait, le responsable tech enfin le responsable sécurité s'en occupe et lui, c'est lui qui bascule les erreurs quand elles sont identifiées vers les développeurs. Les développeurs, eux, Exactement. ont un accès à Ox aussi ou Aussi, c'est le rôle de chacun est à déterminer. ok, ok. Et Pour répondre à ta oui, question de tout à l'heure, tu parlais d'Oscar. oui, Donc Oscar, c'est comme vous le voyez ici, c'est donc un framework de type Mitre que nous avons développé en partenariat avec Microsoft, FICO, GitLab et Google Cloud notamment. Donc il a été conçu pour cartographier tous les problèmes de sécurité et les traduire dans un langage commun dans le but d'analyser, de comprendre les tactiques et les techniques utilisées par les attaquants pour compromettre la sécurité des chaînes d'approvisionnement logiciel. Donc en d'autres mots, ça vous permet de visualiser votre exposition du point de vue d'un attaquant. bon, ben, c'est très bien tout ça. Voilà. Et Alors, donc typiquement, donc ben, alors encore un dernier slide, oui. oui, tout à fait. Un dernier slide pour finir le commencement. Donc Ox Sécurité a été fondé donc en 2021 par Nitsanzi et Lior Arzi, des vétérans de Checkpoint, ancien VP cybersécurité. Et donc la société depuis 2021 connaît une forte croissance. On a levé 40 millions de dollars fin 2022 auprès de nos investisseurs tels que IBM, Teammate, Evolution et Microsoft. Et nous sommes aujourd'hui plus d'une centaine de collaborateurs. Et voilà, pour les prix en dessous, comme vous le voyez, donc on a été reconnu Cool Vendor en 2023 par Gartner, le Globee Awards et CNET16, et d'autres. Voilà, donc c'est Eh tout. bien, merci, Moi, je ne Dan. sais pas si tu as des questions, mais Euh, en tout cas, oui. Non, non, vas-y, vas-y. Je t'écoute. Ok, bah, du coup, on comprend qu'avec OX, on peut réduire le temps de latence et d'identification des vulnérabilités. On peut directement les corriger, ça réduit le bruit, ça permet de donner des facilités aux équipes de développement et d'aller plus en avant dans leur activité et donc de leur permettre d'avoir une activité beaucoup plus importante. C'est ouais, typiquement, ça monte en puissance l'activité des développeurs aussi. Ouais, exactement. Donc, c'est ça. S'il fallait résumer en une phrase, je dirais que la plateforme permet d'avoir vraiment une vue globale et de vous aider à renforcer la sécurité de vos applications en adoptant une approche proactive et continue vraiment euh, de gestion de la sécurité. Voilà. Ok, super. Est-ce qu'il y a des questions autour de nous? Pour Euh, les personnes intéressées, en tout cas, je serais ravi d'approfondir le sujet. Il y a une possibilité sur le site directement de tester la plateforme en conditions réelles, voilà. mhm. Sans avoir d'interaction avec un commercial. Donc, vous pouvez tester la plateforme sur 3 semaines, il me semble. Super. Merci, Dan. On va passer à Salt avec Eliman et Nicolas.
Dans un monde où les interconnexions et les intégrations entre applications deviennent de plus en plus nombreuses, on fait donc face à un tsunami d'API qu'il faut protéger. Je passe la main à Eliman. Gartner indique que les API deviennent l'un des principaux vecteurs d'attaque. Est-ce que tu peux nous décrire le contexte qui crée cette situation, Eliman? Oui, tout à fait. Merci Adrien. Bonjour à tous. Donc, Eliman Prudhomme, je suis responsable de Soul Security pour la France. Je suis accompagné de Nicolas, qui est notre responsable technique. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat, hein, si vous en avez, ou à la fin de la présentation. Donc, effectivement, Adrien, pour répondre à ta question sur le contexte qui amène à faire que les API deviennent le premier vecteur d'attaque, la première chose, c'est ce que la plupart de nos clients vivent au quotidien, c'est cette transformation numérique, cette transformation digitale qui fait que les applications sont aujourd'hui devenues cloud native, c'est-à-dire qu'elles vont utiliser des containers, des microservices, des approches DevOps ou CI/CD dont parlait Dan à l'instant. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que derrière toutes ces applications, tous ces sites web, ces applications mobiles, bah, se cachent des API. Des API qui vont échanger énormément de données sensibles, des données personnelles de clients, des actions sensibles pour effectuer des virements, des paiements, tout ça se fait au travers d'API. Et donc aujourd'hui, ça représente une part très importante du trafic Internet mondial, hein. D'après Cloudflare, plus de 57% de leur trafic représente des API. On avait un chiffre d'Akamai qui était proche de 80%. Donc c'est pour donner un ordre de grandeur un peu aujourd'hui de ce que ça représente, ce trafic API. Donc forcément, ça a attiré les convoitises des hackers, on en reparlera. Mais l'autre problématique, c'est que pour les équipes sécurité qui essayent de suivre ces évolutions, bah, les API, elles ont un rythme d'évolution et d'update qui est très, très important et donc difficile à suivre. Comme vous le voyez à l'écran, là, d'après un rapport de TechTarget, on voit que les clients update ou modifient leurs API quotidiennement ou de manière hebdomadaire. Donc on peut imaginer que même pour des équipes sécurité qui sont matures, qui ont des pen tests réguliers, c'est impossible de suivre cette fréquence. Et donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un angle mort aujourd'hui autour des API. Et donc, la sécurité des API est trop souvent sous-estimée. Quelles sont les solutions mises en place par les clients, pour les clients aujourd'hui via Salt? Ah, c'est vrai qu'il y a déjà, alors, il y a déjà des solutions en dehors de Sol qui sont mises en place, mais qui souvent protègent pas complètement contre les nouvelles attaques. Et c'est un peu le point commun de la plupart des clients qu'on rencontre. Ils ont déjà mis en place un certain nombre de choses, comme des Web Application Firewall, par exemple, ou des solutions d'API Gateway, d'API Management, qui vont être complémentaires à l'approche de Salt. Nous, on n'est pas en remplacement de ces solutions-là. Mais ce qu'a indiqué le Gartner, c'est que ces solutions, elles n'avaient pas la capacité de détecter, de bloquer les attaques API modernes. Et c'est ce qui s'est confirmé, là, le point commun de tous les clients que vous voyez à l'écran, c'est qu'ils ont tous des solutions de Web Application Firewall, d'API Gateway, mais que malgré tout, ils ont subi des failles API, des attaques API, qui ont permis aux hackers de faire soit de l'exfiltration de données, ça a été le cas chez T-Mobile ou Optus, où les hackers ont réussi à exfiltrer les données de dizaines de millions de clients sans que les équipes sécurité ne s'en rendent compte. Chez T-Mobile, par exemple, l'attaque a duré pendant plus de 40 jours sans qu'aucune solution de sécurité soit capable de détecter. Donc ça illustre bien, encore une fois, cette notion d'angle mort, le fait qu'il y ait une vraie maturité côté API. Ça, c'est déjà une réalité chez la plupart des clients qu'on rencontre. Par contre, côté équipe sécurité, on voit qu'il manque des outils pour reprendre du contrôle. Et ce dont on se rend compte, c'est que bah, ce qui manque principalement, ça va être la capacité d'avoir de la visibilité. Ça peut paraître assez basique, mais chez la plupart des clients avec la plupart des clients avec lesquels on échange, on se rend compte qu'ils ont peu de visibilité et de connaissances sur leur surface d'attaque. Donc ça va être le premier axe de la solution SOLT. Nicolas détaillera dans un instant. Mais l'idée, ça doit être de redonner de la visibilité sur la nature de cette surface d'attaque. Combien est-ce qu'il y a d'API déployés? Que font ces API concrètement? Quels sont les types de données qui sont exposées? Ça peut paraître assez basique, mais aujourd'hui, les solutions en place ne permettent pas d'avoir cette visibilité. Le deuxième axe, ça va être autour de la détection des failles de sécurité, de la capacité de mesurer la posture de sécurité des API. Et là aussi, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a souvent une vraie maturité côté audit de code, audit applicative, et Dan en a parlé. Côté API, par contre, on voit qu'il y a souvent un manque de maturité de ce côté-là. Et donc l'urgence des développeurs qui est plutôt dans le développement que dans la sécurité, bah, ça crée encore une fois cet angle mort
pour les équipes sécurité. Donc Salt, on le verra, sera capable de détecter et d'alerter en temps réel sur les vulnérabilités API, que ce soit dans la phase de développement, de pré-production ou de production. Et puis le dernier point, le dernier axe qui est fondamental, c'est la capacité à détecter des attaques API et donc détecter des attaques modernes. Ce dont on se rend compte, c'est que souvent les clients qui ont mis en place des solutions de Web Application Firewall, c'est principalement pour détecter des attaques de type injection, injection SQL par exemple. C'est des choses qui sont assez faciles à détecter par ces solutions qui sont en coupure, qui vont voir passer chacun des appels et être capable de détecter qu'il y a une injection de code avec un appel API. Donc ça, c'est souvent assez bien bloqué. Par contre, ça représente moins de 5% des attaques API réussies aujourd'hui. Dans les cas dont je parlais tout à l'heure, l'approche, c'était plutôt d'avoir une attaque low and slow, sans injection de code. On prendra un exemple là, dans un instant pour illustrer. Et typiquement, ce type d'attaque, aujourd'hui, passe complètement au travers des mailles du fil. Donc, pour illustrer ce type d'attaque, bah, c'est ce que l'on a mis en place, nous, lors d'un POC chez un client. On a voulu illustrer comment les hackers ciblaient les API des clients. Donc, typiquement, on était en POC chez un client bancaire en France. Et donc, ce qu'a fait Nicolas, c'est qu'il a utilisé une solution qui est souvent utilisée par les développeurs, hein, qui permet d'envoyer des appels API pour voir ce qu'il y a dans la réponse et de faire des modifications ou de développer leurs API. Et donc, vous voyez ici sur la gauche de l'écran, l'appel API qu'a généré Nicolas et la réponse API sur la droite. Donc ici, Nicolas est authentifié. Sur son compte, le compte 21-22, on voit que l'API répond avec les données personnelles de Nicolas. Son nom, son prénom, son numéro de téléphone, etc. Jusqu'ici, tout est normal. Et ce qu'a fait Nicolas ensuite, et ce qu'aurait fait un hacker, c'est qu'il a envoyé le même appel API, mais vers un autre ID que le sien, le 2000, qui correspond à l'ID d'un autre utilisateur. Et là, surprise, mauvaise surprise, l'API répond avec les données personnelles de l'autre utilisateur, celui qui a l'ID 2000. Donc on a masqué les informations à l'écran, évidemment, mais ici, ça illustre bien comment les hackers vont venir jouer sur les API des clients pour essayer d'avoir accès à d'autres données que les leurs, pour essayer de faire de la fraude, de l'usurpation d'identité. Et ici, la problématique, c'est que pour une solution de sécurité classique, ce deuxième appel ici, il est tout à fait normal. Il n'y a pas d'injection de code. Ce n'est pas une attaque d'injection SQL. C'est pas une attaque volumétrique. C'est un appel API parmi des millions ou des milliards d'appels API. Et donc ici, la difficulté, ça va être d'être capable de détecter au milieu du trafic API légitime le trafic API illégitime. Et c'est typiquement ce type de comportement anormaux, ce type d'attaque que Sol sera capable de détecter. On le verra dans un instant. Un autre exemple, qui est plutôt ici un exemple de fraude, où là, on a eu le cas chez un client, chez un telco, où on avait la possibilité, via leur portail, d'acheter un téléphone en ligne. Et ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a pu modifier au niveau de l'API le total paid. Et en modifiant manuellement ce total, l'API considérait que la commande avait été payée. Et donc la commande était processée comme si elle avait été payée, alors qu'évidemment, elle n'a jamais été payée. Donc là, encore une fois, une utilisation abusive des API, mais qui représente un appel API parmi tant d'autres, qui pour la plupart des solutions de sécurité en place passerait complètement au travers des mailles du fil. Donc là, encore une fois, on illustre le fait qu'il y a un angle mort, qu'il y a des sujets qui ne sont pas adressés avec les sujets en place, et c'est pour ça que les API deviennent l'un des principaux vecteurs d'attaque. Mais alors, les solutions traditionnelles ne sont pas efficaces. Quelles approches propose Salt pour sécuriser les API dans un tel environnement? Bah, effectivement, Salt, c'est notre focus, la sécurité des API, et on fait ça depuis 2016, hein. On a pratiquement créé ce marché, qui est encore un marché assez jeune. Et donc en 2016, on a créé ces différentes catégories dont on a parlé là. On a une solution qui s'appuie sur du machine learning, sur de l'IA. Donc c'est important d'avoir eu du temps et des données pour faire évoluer ces modèles. Et comme vous le voyez à l'écran, aujourd'hui on travaille avec une centaine de clients dans tous les secteurs d'activité qui, encore une fois, n'ont pas remplacé leur solution existante avec Salt, mais ont plutôt ajouté Salt comme une barrière supplémentaire pour adresser des problématiques qui ne l'étaient pas jusqu'à aujourd'hui.
On a levé un peu plus de 270 millions de dollars, donc ça atteste aussi de notre stabilité financière et c'est un point important puisque on noue des partenariats à long terme avec nos clients. Et donc ça nous a permis ces dernières années de développer différents cas d'usage qui sont résumés ici et que Nicolas va détailler dans un instant. Mais l'idée, c'est simplement de vous redonner de la visibilité dans un premier temps sur votre surface d'attaque. C'est ce qu'on va appeler l'API Discovery. Ça peut paraître basique, mais effectivement, c'est compliqué de protéger ce qu'on ne connaît pas. Et donc, la capacité de Salt, initialement, ça va être de réaliser un inventaire automatique, puis qui ensuite va se mettre à jour automatiquement, qui va découvrir toutes vos API, qui va permettre de détecter les fonctions de ces API, ce qu'elles font, et de classifier les données. Ça, c'est la première étape qui va se faire automatiquement en quelques heures. Et puis ensuite, automatiquement également, la solution va détecter des failles de sécurité, détecter des vulnérabilités pour vous aider à améliorer la posture de sécurité de vos API. Et donc, on va être capable de faire ça dans la phase de développement, mais aussi en pré-production ou en production pour que vous puissiez être sûr du niveau de sécurité de vos API. Donc, en termes de compliance, de gouvernance, d'avoir une contre-mesure, un outil qui, en temps réel, mesure le niveau de sécurité de vos API et propose des remédiations à communiquer aux équipes DevOps pour améliorer ce niveau de sécurité. Et puis enfin, le dernier cas d'usage, ça va être la capacité de détecter et de bloquer les attaques API. Et donc là, quand on prenait l'exemple tout à l'heure d'usurpation d'identité, de fraude, d'exfiltration de données, Nicolas va détailler dans un instant comment Salt, grâce à du machine learning, à de l'IA, aurait la capacité de faire une analyse comportementale du trafic API pour sortir un peu de cet effet boîte noire, pour être capable de détecter au milieu du trafic légitime le trafic illégitime d'utilisateurs qui chercheraient à utiliser vos API à des fins malveillantes. Donc Nicolas, je te passe la main, je te laisse Oui, détailler. Merci beaucoup, Eliman. oui, merci. Effectivement, l'approche qui va permettre de diminuer le niveau de risque, elle se fait sur deux étapes en parallèle. La première, ça va être celle de la posture de gouvernance des API. Et comme Eliman l'évoquait, ça commence d'abord par la connaissance de ces API, c'est-à-dire quelles sont les API, les fonctionnalités, les données traitées par chacune des API pour identifier l'API que tout le monde a oublié, qui est toujours dans les librairies des applications mobiles, qui a peut-être un petit peu plus de données sensibles que ce qu'elle devrait dans la réponse. On l'évoquait encore il y a une heure avec un client dans le milieu des assurances. Donc cette première étape, c'est celle d'avoir la certitude que on n'a pas de mot de passe dans les réponses, qu'on n'a pas euh, de numéro de carte de crédit en clair. C'est connaître ses assets. Et ensuite, on va pouvoir donc définir, appliquer des standards de posture. Donc il y a des standards du marché. Typiquement, j'en ai illustré quelques-uns. Un me passe dans la réponse, c'est pas une bonne idée. Ce qu'on voit également beaucoup parfois, c'est de la donnée sensible qui transite dans la barre d'adresse. C'est également pas une bonne idée parce que ça augmente le risque que ce soit stocké dans le navigateur d'un utilisateur et que derrière ce soit subtilisé. euh, Parfois de la donnée sensible qui est retournée sans authentification. Ça paraît énorme, mais ce dont on se rend compte, c'est qu'il est courant sur des milliers d'endpoints, des dizaines de milliers d'endpoints sur les plus grosses structures, que certains ne soient pas authentifiés. Donc ça, c'est des bonnes pratiques du marché. Et Salt les fournit nativement. Mais on va le voir lors de la démo, il est également possible de définir vos propres bonnes pratiques l'architecture de référence que vous avez. Par exemple, vous avez potentiellement un CDN, un load balancer, un WAF, euh, une application gateway, et puis ensuite l'application en lui-même. Et justement, toute API doit passer à travers cette chaîne complète. Et c'est quelque chose qui est possible de définir dans Salt et s'assurer que ce soit le cas. Pour justement vous remonter, tiens, il y a cette API qui ne passe pas par le process standard et qui a le risque de ne pas être authentifiée correctement. Et donc tout ça, non seulement on peut le définir dans Salt, mais on va pouvoir l'intégrer avec les solutions que vous utilisez, de façon à s'assurer que ce soit remonté aux bonnes équipes, que le développeur en charge de l'application puisse justement venir corriger ce défaut de posture. On va pouvoir ouvrir typiquement directement un ticket dans Jira, de façon à permettre de corriger ça. Et donc, on va vraiment partager non seulement la connaissance, mais de l'intelligence
sur la posture de gouvernance. Et donc ça, ça va nous permettre de diminuer déjà la surface d'attaque, de diminuer le risque, de s'assurer qu'on connaisse la surface d'attaque et que par conception, elle soit déjà inférieure. Malheureusement, Eliman l'évoquait tout à l'heure, ça ne suffit pas. Ça ne nous met pas à l'abri d'attaquants ou même de défauts qui subsisteraient malgré toute l'analyse de la posture. Et donc, on va pouvoir également détecter, bloquer les attaques. Ça passe par plusieurs étapes également. La première, ça va être d'être capable de détecter les attaques, mais pour ça, il faut déjà modéliser ce qu'est le comportement normal de chaque API, de chaque fonctionnalité. Et donc, c'est pour ça qu'on voit ici le lien entre la découverte des assets et la détection des menaces. C'est-à-dire que pour chaque API, pour chaque fonctionnalité, Salt va analyser des centaines de caractéristiques sur chaque transaction, et ce, sur des périodes qui peuvent aller à plusieurs semaines, pour justement comprendre la logique métier de chacune des fonctionnalités. Comprendre qu'une fonctionnalité permet, par exemple, d'accéder à son compte sur une application, et que chaque utilisateur n'accède qu'à son compte, quelle que soit la durée de une minute, une heure ou une journée. Et derrière, justement, la possibilité de détecter qu'on a une dérive et qu'on est vraiment sur un cas d'attaque où un attaquant est, par exemple, en train d'essayer d'exfiltrer de la donnée. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pouvoir répondre à cette attaque. Et donc, Saul va être capable justement de bloquer non seulement l'attaque, mais l'attaquant, on le verra lors de la démo, euh, pas simplement son adresse IP, on voit beaucoup d'attaquants qui changent beaucoup d'adresse IP, qui peuvent se déloguer, se reloguer, mais qui vont continuer à avoir un certain nombre de caractéristiques qui demeurent, comme le compte utilisateur ou un fingerprint de l'équipement. Et justement, Saul va pouvoir répondre à ça en s'intégrant avec des solutions WAF, des solutions d'API Gateway, avec des solutions d'accès et de gestion de l'identité pour justement bloquer l'attaque. Et donc, on va ensuite pouvoir identifier la vulnérabilité qui a été exploitée par l'attaquant, pouvoir ensuite remonter ça auprès des équipes qui vont pouvoir derrière corriger le code de façon à ce qu'au-delà du blocage de l'attaquant, l'API soit immunisée par conception. Et donc là, tout ce que l'on va avoir ici, autant la détection des menaces que des vulnérabilités, vont être également remontés vers les équipes de sécurité opérationnelle. On va pouvoir s'intégrer avec des SIEM, avec des SOR, pour pouvoir à nouveau diminuer le risque au moment de l'exécution. C'est vraiment la somme des deux qui permet d'avoir un risque extrêmement diminué par rapport à celui qui est initial. Je propose d'illustrer ça sur une démo. Ce sera encore plus parlant. Allons-y. Merci Nicolas. Avec plaisir. Donc là, on Donc, va arriver sur le dashboard de Salt. exactement, là on est sur le dashboard Salt. On est sur la première partie, sur l'inventaire. C'est-à-dire qu'on a connecté soit avec un CDN, soit avec une application gateway. Et sous une heure, on va établir un inventaire. Et là, on va voir d'abord ici la liste des API. Puis lorsqu'on clique sur une API, on va descendre sur le deuxième niveau avec la liste des fonctionnalités. Et donc, chacune des fonctionnalités ici, les méthodes, le risque qui est associé. On va descendre dans le détail du risque pour chacune des fonctionnalités. On va savoir si justement cette fonctionnalité traite de la donnée sensible, si elle est authentifiée, si elle est présentée sur Internet ou si c'est juste une API interne. Et lorsqu'on va derrière cliquer sur la fonctionnalité, on va descendre au niveau du payload, c'est-à-dire ce qui est vraiment échangé au niveau des requêtes, au niveau des réponses. Là, on voit qu'on a un niveau de risque qui est moyen, parce qu'il y a de la donnée sensible, mais c'est authentifié. Pour autant, c'est exposé en externe. Et on voit qu'on a un attaquant la cible. On reviendra dessus Et là, on voit le trafic en ce moment par rapport à la semaine précédente. Et puis, on voit ce qui est présent au niveau de la requête, que ce soit présenté dans la barre d'adresse ou dans le corps du message. La première chose que Salt fait, c'est qu'il va analyser tant la structure que le nommage de chacun des champs pour détecter la donnée sensible. Ici, un numéro de compte bancaire, une adresse mail, un nom, un numéro. Voilà, on supporte ça dans 30 langues pour identifier la donnée sensible. Et donc là, on est déjà capable de générer une documentation machine pour toutes les API. On peut ici la demander, la télécharger. On pourra dire, voilà, ça m'intéresse justement pour le Payment API de récupérer une documentation machine.
Admettons, c'est une API que personne ne connaît, qui est héritée. Voilà. Là, on peut récupérer une documentation instantanée. La deuxième chose, on l'évoquait, ça va être la gestion de la posture. Parce que l'inventaire, c'est que le point de départ. C'est on- ajouter de la valeur, donner de la valeur à cet inventaire. Et les exemples qu'on avait tout à l'heure, c'est typiquement, est-ce que j'ai de la donnée exposée dans l'URL? J'ai travaillé il y a peu de temps en Espagne avec un compte Fortune 500 qui exposait les numéros de passeport de ses clients dans la barre d'adresse. Donc avec un risque d'exfiltration très fort. Ben ici, Saul va pouvoir dire, ben, sur cette API, sur cet endpoint, ici c'est un email, ce sera un passeport, est exposé. Donc le problème, c'est un risque d'exfiltration de données et voici ce qu'on recommande de faire. Et d'ici, on peut ouvrir un ticket vers Jira. On va pouvoir dire, ben voilà, j'envoie directement à la bonne équipe et directement dans l'interface Salt ici, on va avoir le lien vers Jira. Et l'inverse est vrai. C'est-à-dire que l'équipe qui est en charge de l'application va pouvoir se connecter sur Salt et ici arriver directement sur le posture gap, le problème, et puis pouvoir accéder à l'inventaire et comprendre vraiment tout le contexte de pourquoi ça leur a été remonté. OK. Et la remédiation, elle est manuelle ou elle peut être automatisée? Eh bien, elle est automatisée. Dès lors OK. qu'on va pouvoir ici avoir corrigé au niveau de Jira, on a une automatisation, on a une intégration bidirectionnelle qui fait que on va passer ici du statut open à resolve et comme ça on va avoir un tableau de bord ici qui va être toujours à jour des problèmes en cours. Donc là on a la liste des problématiques qui sont celles du marché, mais comme on l'évoquait tout à l'heure, on va avoir la possibilité également de créer ses propres posture gap pour venir gérer les problématiques particulières relatives à l'entreprise. Et là, je peux dire, bah, par exemple, m'intéresse, c'est de vérifier que toutes mes API sont bien exposées à travers mon F5, mon API. Et je vais pouvoir dire, bah voilà, ce qui m'intéresse là, c'est une problématique de data security, d'API architecture. Et je veux vérifier que dans toutes mes réponses, j'ai bien la présence dans les entêtes des cookies, par exemple Big IP pour F5, s'il n'y est pas, je veux que justement ça me remonte une anomalie. Et puis je veux ajouter une vérification. On peut rajouter une logique complexe ici qui va permettre de vraiment vérifier que l'architecte est parfaitement en ligne avec ce qui est attendu, avec les bonnes pratiques de l'entreprise. Donc là, c'est ce qu'on évoquait, on va pouvoir s'assurer qu'on a une posture qui est optimale, qu'on n'a plus de défauts critiques comme on l'a ici. Mais pour autant, ça ne garantit pas de ne jamais être attaqué. Donc comment on fait pour justement remonter les attaquants? Ce qu'on voit ici, c'est 6 attaquants. C'est ce que tous nos clients souhaitent avoir. Surtout pas 10 000 alertes, mais vraiment sur lesquelles une action est attendue. Donc là, on parle de, il y a eu une réduction de bruit, il y a plus de, on a identifié 6 alertes importantes. C'est ce On a que, identifié 6 attaquants, une OK. soixantaine d'alertes. Justement, on est passé par 3 étapes pour cette réduction de bruit. Parce que typiquement, on peut avoir 0,1%, 1% du trafic qui est anormal. Mais ce qu'on voit en général, c'est que moins de 0,025% du trafic anormal est malicieux. Donc, comment éviter justement ces milliers d'alertes? 3 étapes. La première, c'est que sur chaque anomalie, on va avoir une contextualisation de pourquoi c'est une anomalie. Par exemple, manipulation de paramètres. Je m'attendais à avoir un compte client. Ici, j'ai une liste de comptes clients. Ce n'est pas quelque chose de normal. Donc, j'ai un paramètre manipulé. Puis, j'ai une réponse qui est beaucoup plus importante que d'habitude, parce que justement, j'ai plusieurs données qui m'ont été retournées. Donc là, pareil, je vais avoir un contexte réponse anormale. Sur l'exemple qu'a pris Eliman tout à l'heure d'un attaquant qui viendrait essayer d'accéder à la donnée d'autres comptes que le sien, bon, ben ça, il y a également une catégorie dans le OWASP pour ça, qui s'appelle OWASP API 1, que ce soit dans les classifications de 2019 comme 2023. Ben, c'est également, comme tous les scénarios de l'OWASP, un contexte qu'on peut ajouter. Donc, première étape, contextualisation. La deuxième, c'est que tout ce contexte va passer à travers notre moteur d'analyse de l'attaquant. Et ça va nous donner en sortie combien de caractères sont bénins, on ne les remonte pas, sont suspicieux ou sont confirmés comme étant attaque. Et dernière, c'est pouvoir utiliser n'importe quelle caractéristique de l'attaquant pour venir corréler ces différentes tentatives. Donc, P en est une, évidemment, c'est la moins bonne, pour de multiples raisons. Parce que notamment, il y a certaines IP qui masquent plusieurs utilisateurs,
Et les attaquants déterminés souvent utilisent plusieurs adresses IP. Ça va pour être le jeton, mais on se rend compte que les jetons parfois sont valables pour des durées très courtes. On les voit parfois 10 minutes. Et puis un attaquant peut également se déconnecter, se reconnecter. Et puis il y a des caractéristiques qui ne changent jamais à l'intérieur des jetons, comme l'identifiant du client ou son identifiant équipement. Ben, ça, c'est également des choses que l'on peut utiliser pour ici ben, centaines de tentatives en 6 attaquants. Et derrière, ben, ce qu'on veut faire, c'est quand on nous remonte un attaquant, c'est confirmer ça rapidement. Donc on peut le faire directement dans le SIEM parce que toutes ces informations y sont remontées. On peut le faire ici sur l'interface SALT. Et là, on voit sur cet attaquant, ben, j'ai typiquement 15 attaques, 6 comportements suspicieux et 21 qui sont la somme des deux. Là, on va pouvoir identifier la liste de toutes les fonctionnalités qui ont été ciblées, les codes réponses qu'on a eus, contexte avec les différents types d'attaques qui ont été tentées. Et dans le deuxième onglet, on va avoir ici les caractéristiques de l'attaquant. Et là, c'est exactement ce qu'on évoquait il y a un instant. Un seul identifiant utilisateur, un seul identifiant d'équipement, mais 10 adresses IP. Typiquement, un attaquant, certaines IP sont utilisées qu'une seule fois, qui essaie de rester sous le radar des solutions de sécurité classiques. Et là, sans Salt, ben, on passe complètement à côté de ça. Alors qu'ici, lorsqu'on va dans la chronologie, Salt va suivre cet attaquant sur 30 jours, dès les phases de, de, de reconnaissance, avant qu'il trouve une faille, déjà, il a un comportement anormal. Typiquement, lorsque je fais des recherches de vulnérabilité, c'est courant que j'ai besoin de 300 à 700 tentatives avant de trouver une faille réelle et d'exploiter. Mais là, ce qu'on voit, c'est que pour chaque tentative, l'adresse IP, la géolocalisation et le risque, on a également une intégration avec de la threat intelligence, sont donnés. Mais la valeur ajoutée de Salt, c'est ici. C'est le contexte qui est ajouté dont on parlait tout à l'heure. Et là, Salt, qui a modélisé le comportement normal de chaque API, est en train de dire, ben, sur cette API-là d'accès au profil utilisateur, on a quelqu'un qui essaie d'énumérer ici 52 comptes utilisateurs sur la et 610 sur les 24 dernières heures. Donc là, immédiatement, on se dit qu'on n'est pas sur un comportement normal. Mais ça, si on n'a pas le machine learning et le big data pour justement détecter ces attaques low and slow, on passe complètement à côté. Et ça, c'est la force de Salt, c'est d'avoir une architecture qui permet de justement faire et ce big data et ce machine learning et détecter cet attaquant là où aucune autre solution le fait. Et derrière, non seulement on détecte cet attaquant, mais on va pouvoir le bloquer manuellement ou automatiquement en s'intégrant avec l'écosystème qui est déjà en place, c'est-à-dire le WAF, l'API Gateway, l'IAM. On pourrait bloquer l'IP, mais là, on voit que bloquer l'IP est un peu efficace. On va pouvoir bloquer l'utilisateur pour une durée donnée pour s'assurer qu'il ne puisse pas continuer son attaque. Ok. Je pourrais couvrir l'ensemble de l'OAS peut-être, mais je vous propose Ouais, là, on va de... manquer de temps, mais c'est bien, quoi. Donc, en gros, Salt permet d'identifier les attaquants en fonction de différents IP. Il y a un machine learning qui permet d'apprendre au fur et à mesure toutes les types d'interactions qu'il y a dans l'organisme et enfin dans l'architecture. Et il y a un partage de toutes ces informations avec tous les clients Salt ou comment ça se passe? Alors, on a effectivement un effet réseau qui nous permet d'améliorer nos modèles par rapport à des attaques qu'on a déjà observées. Mais Mhm. l'apprentissage est fait sur les spécifiques de chaque client. C'est-à-dire que la Ok. modélisation est vraiment unique à chaque client, à leur logique métier. Et même si on a deux clients qui ont la même API, parce qu'il y a un certain nombre d'API qui sont standardisés dans le marché, c'est vraiment leur usage qui va être appris, qui va être utilisé dans la modélisation. Ok. Et donc, typiquement, là, ça permet un gain de temps, une sécurisation du code, sécurisation de l'architecture, et donc de faciliter la correction de toutes ces faiblesses dans l'architecture aussi. Et, Effectivement, on a la notion de priorisation, on l'a vu par rapport au risque, parce que très souvent, quand on déploie la solution, il y a des centaines de défauts donc on va pouvoir commencer par les plus importantes pour réduire la surface d'attaque, vraiment la partie posture qu'on a mhm. vue. Et puis, sur la partie attaquant, on rencontre des clients aujourd'hui qui ont jusqu'à plus d'1 milliard d'appels API par jour, des millions d'anomalies.
et justement d'arriver à détecter les quelques attaquants sur lesquels ils veulent avoir une action et pouvoir les bloquer. Donc là, non seulement on a énormément de gains de temps sur le temps de traitement, et surtout d'efficacité en termes de sécurisation sur des attaquants qui n'auraient jamais été bloqués sans saut. Et donc, la contextualisation, c'est la base même de tout le développement pour Salt. Est-ce qu'on peut dire que c'est une cartographie de toutes les API de l'architecture et répartition en fonction de la vulnérabilité aussi? Enfin, il y a une interaction par rapport à tout ça Oui, bien sûr. Absolument, on va cartographier l'architecture API et effectivement, tu l'as peut-être au début de la démo, on a un niveau de risque qui permet de commencer par les parties qui ont de la donnée sensible, qui sont mal authentifiées, enfin, vraiment celles sur lesquelles le niveau de risque est le plus élevé. D'accord. Ok. Ben voilà, on arrive au bout de cette présentation. On a vu donc Ox Security et Salt Security montrer des facilités pour réduire les frictions, corriger les erreurs, sécuriser l'ensemble des architectures dans un environnement qui correspond donc à la compliance aussi, c'est important. Je pense est-ce qu'il y aurait d'autres questions éventuellement? Là, on nous parle de aussi rebelote tout ce qui est comment est-ce qu'on peut intégrer Salt. Alors, effectivement, Ouais, l'intégration de Salt, j'avais pas eu la question. Donc, on a deux options. Il y a une option effectivement full SaaS dans laquelle il n'y a pas besoin de déployer de ressources chez les clients. Mais on a aussi une version hybride qui permet de garantir que les données ne sortent pas de l'environnement client. Donc, c'est l'architecture qui est privilégiée par certains de nos clients dans le secteur de la finance, par exemple. Où là, donc, on a une brique qui est dans l'environnement client, qui ne demande pas énormément de ressources puisqu'elle ne va rien stocker ou analyser en local et elle va extraire des métadatas, de la télémétrie qui est envoyée au niveau du cloud pour analyse big data. Donc les deux options sont possibles. bon, bah, parfait. Ouais, tout ça, ça peut être multi-cloud et on-premise aussi, ou ok. Effectivement, bah, soit hybride, donc soit avec une brique dans l'environnement du client et puis Mhm. une brique dans le cloud, soit en mode full cloud. Les deux options sont possibles. Ok, Effectivement, multi-cloud, on a énormément de clients qui sont sur deux, voire trois clouds, et on peut vraiment découvrir les API sur l'ensemble des architectures. ok. Est-ce qu'il y a parfois des découvertes d'API improbables, surprises, ou qu'on n'aimerait pas voir? Un exemple, un cas concret, éventuellement? Alors, il n'est jamais arrivé sur un audit complet d'une architecture de taille intermédiaire ou plus que toutes les API qu'on découvre soient déjà connues. C'est-à-dire qu'il y a toujours des inconnus. Et après, des API improbables, effectivement, hier encore, on était sur une société de premier plan dont toutes les données sensibles de tous les utilisateurs étaient disponibles sur une API non authentifiée sur Ok, Et donc, Internet. sans compte, sans avoir besoin d'avoir un compte avec cette société-là, un hacker pourrait exfiltrer les données de tous les clients. et C'est donc ce type. c'est là la force de Salt, de pouvoir identifier, cartographier les API, les mesurer leur vulnérabilité et du coup, Et vous... détecter les attaquants, détecter un utilisateur qui sera en train d'essayer d'avoir ce type de comportement anormaux. Donc c'est vrai que là, on vous a montré ça sur une démo, mais n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez qu'on déploie la solution chez vous ou chez vos clients, parce que c'est là où c'est encore plus parlant, parce que ça va permettre aux clients de se rendre compte de cette problématique. Donc la solution se met en place relativement rapidement, hein. On parle d'une heure d'installation pour mettre en place la configuration, le traffic mirroring. Et ensuite, il n'y a pas de configuration manuelle de la solution. Donc ça va assez vite pour que les clients puissent faire un peu un audit de sécurité ou en tout cas se rendre compte de la valeur de Salt dans leur contexte. Mhm. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, merci Ox, merci Dan, merci Salt, merci Nicolas, merci Eliman. Voilà, si vous avez besoin d'une démo personnalisée, n'hésitez pas à nous recontacter et on pourra tester donc ces applications dans votre environnement. Merci à tous et bah, une très bonne fin de journée et à très vite. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Adrien. À bientôt. Merci. Ouais.